passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui aime faire des variations sur les mêmes questions. Pour les romans, pas de doute, la cohésion nationale est en danger. Les Suisses alémaniques préfèrent enseigner l'anglais plutôt que le français à l'école primaire, alors qu'en Suisse romande, on tient beaucoup à ce que les écoliers commencent par apprendre l'allemand. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est Zurich qui a brisé le tabou en décidant d'enseigner l'anglais dès la 2e ou la 3e primaire. Toute la Suisse centrale et la Suisse orientale ont suivi. Désormais, les petits Suisses alémaniques apprendront d'abord l'anglais et ensuite le français, ce qui a suscité bien sûr une vague de protestations en Suisse romande. Le Röstigraben allait se creuser et les Suisses ne se comprendront plus entre eux. La Suisse a pour particularité d'être composée de 3 importantes régions linguistiques principales. La Suisse alémanique, la plus grande région qui parle majoritairement allemand, la Suisse romande, où le français est la langue majoritaire, et le Tessin, qui est la région italophone de la Suisse et la plus petite des 3. Ces 3 langues font partie des langues officielles du pays, mais toutes ne sont pas apprises à l'école par tous les Suisses et toutes les Suissesses. Dans quelle langue alors le dialogue existe entre les Suisses de différentes régions ? Quelle langue prend le pouvoir ? De quelle identité la langue est-elle le médium ? Et est-ce qu'une identité nationale est vraiment une question dans ce cas ? L'artiste suisse Camilla Parini est née du côté italophone, le Tessin, plus proche de l'Italie que de Zurich donc. Et pourtant, c'est vers ses compatriotes qu'elle a envie de se diriger et auprès de qui elle a envie d'inventer des dispositifs sensibles qui créent un commun. Comme par exemple, partager l'histoire de cet enfant introverti qui n'aime pas skier au pays de la neige et cherche à devenir ours blanc qui n'a pas besoin de parler pour rencontrer l'altérité. Au Phare à Nyon, elle présente « Je suis or not », une proposition intime et sensible pour une plongée en tête-à-tête dans l'album de famille. Camilla Parini est mon invitée dans ce 52e épisode du Beau Bizarre. Camilla Parini, vous présentez ici au Festival Phare à Nyon votre projet Je suis or not, une performance pour une seule spectatrice ou un seul spectateur. Pourquoi d'abord ce dispositif du tête-à-tête avec le public ? Ça c'est une bonne question parce que en fait quand j'ai commencé le process de recherche, il y a eu un moment très clair où j'ai dû prendre la décision. Est-ce que je fais un projet qui s'est plutôt ouvert pour un grand public ou pas ? Et je pense que j'ai surtout suivi une sensation que j'avais. C'est un travail quand même qui parle de l'être introverti. Donc ce dispositif-là, je pense que c'est plus proche de cette sensation d'être avec soi-même et de la difficulté de communiquer. Et faire une mise en place, une mise en scène avec beaucoup de monde et du public, c'était évidemment plus extroverti comme performance. Et je pense que ça ne faisait pas partie de la question. D'ailleurs, ce n'est pas tellement un tête-à-tête, on entre dans une pièce comme on entre dans une boîte à souvenirs, en présence d'un personnage important de cette narration. Qui est ce personnage et quelle est un peu sa fonction dans cette narration que vous nous partagez ? Oh, qui est ce personnage ? Ça, c'est un peu la question. Qui est ce personnage-là ? Tu parles de l'ours ? Ouais. Je pense que c'est la représentation de plein de choses. C'est une masque quand même, un costume. C'est l'essai de chercher une identité, de se chercher, de chercher une nature de ce qu'on est, même si l'apparence c'est que c'est impossible d'être cette chose-là, mais peut-être oui. C'est la peur de quelque part. De se mettre en relation, de se exposer, de s'ouvrir. Donc c'est un peu se cacher, mais en même temps c'est se faire courage et se mettre au milieu et essayer de s'ouvrir. Donc ouais, je pense que c'est vraiment
c'est un peu un objet transitionnel dans la relation avec le spectateur. Donc c'est un ours polaire qui viendrait sauver l'enfant différent, l'enfant introverti, mais qui cherche aussi le souvenir. Il cherche aussi le souvenir dans l'album de famille. Enfin, c'est comme s'il prenait un peu la fonction de guide dans ces souvenirs-là, non ? Absolument, c'est un guide de la mémoire et de l'intérieur aussi, parce que la mémoire, c'est ce qu'on a dedans qui s'est resté là. Et il y a la mémoire que se souvient, il y a la mémoire qu'on ne se souvient pas, mais qu'on a vécu dans notre expérience. Et il y a l'imaginaire, que c'est très fort, aussi la façon de transformer la mémoire. Et quand on est enfant, on utilise beaucoup l'imaginaire. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux. L'ours, dans ce cas-là, c'est un ours polaire parce que c'est parti d'une photo de famille que j'avais trouvée avec des ours polaires, donc ça vient de là. Mais quand même, l'ours, c'est un animal qui est avec nous depuis qu'on est tout petit, parce qu'on a tous des teddy bears, des peluches d'ours. Et c'est cet animal qui est avec moi et qui m'aide de quelque façon à entrer dans ma mémoire, ouvrir mes questions et essayer de me connecter avec ma famille, ce que je suis, moi. Je suis suisse, comme Suisse dans ce cas-là. Voilà, parce que c'est une enfant suisse qui n'aime pas skier. Et donc l'ours polaire, effectivement, cet animal pour qui l'environnement, c'est quand même le grand froid et la neige, c'est l'élément quotidien. Et donc c'est un peu aussi un guide qui peut aussi aider peut-être à appréhender cet environnement qui n'est pas un confort pour cet enfant, non ? Oui, je pense que quelque part, oui, c'est ça, c'est vrai, comme on dit, approcher à ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il y avait aussi le désir de parler ou de mettre en table la question de la contradiction, que je pense qu'il y a toujours de quelque part. Il y avait au tout début, quand j'ai trouvé cette photo, qui c'est une photo je pensais, de famille dans une glacier suisse où il y avait des ours polaires comme présence touristique pour les touristes, pour les photos. Et alors là, je me suis posé la question, mais pourquoi vraiment les Suisses, ils ont utilisé des ours polaires pour des photos touristiques suisses? Si les ours polaires il n'y a pas en Suisse, non? Alors là, il y a des contradictions, mais qui sont parties de la vie, de la réalité. Et pour moi, c'était important de garder aussi cet ingrédient-là. Vous parlez d'images, on va écouter le premier extrait pour creuser un peu ce fil-là. Bien sûr, il faut les regarder, les images. Est-ce que l'enjeu, c'est de s'occuper des images comme si c'était des objets que nous devions penser? De façon traditionnelle, on se dit penser, c'est se débarrasser des images. Pas du tout. Mais pas du tout. Je crois pas. Alors, la question c'est, est-ce que les images pensent? Un mot ne pense pas. Une image ne pense pas. En revanche, si vous mettez 3 images l'une à côté de l'autre, l'une à côté des autres, là, comme ça, dans un certain ordre, tout à coup, vous avez l'esquisse d'une pensée. L'historien de l'art et philosophe Georges Didier Huberman rappelle qu'une image seule ou un mot seul ne pense pas, mais agencés côte à côte, plusieurs images ou une suite d'images peuvent esquisser déjà le début d'une pensée. Et vous, Camilla Parini, vous vous appuyez sur les images pour poser votre récit. L'histoire se raconte dans une forme hybride, en commentaire sur des photos de famille ou des photomontages au service de la narration, des images imprimées et des images en mouvement. Quel est votre rapport à l'image et comment elle sert votre narration dans ce projet? Pour moi, l'image, ça a été toujours très important. Je pense que j'ai une relation conflictuelle avec les mots. Je pense que ça fait partie de cette question d'être introverti et de la difficulté de nommer, on dit comme ça, de nommer les choses, parce que c'est une façon quand même de les enfermer dans une description. Et pour moi, l'image, c'est beaucoup plus ouvert. Elle parle d'un autre niveau d'entre nous, que ça peut être la tête, parce que je peux avoir une pensée sur cette image, mais aussi une perception, une sensation, quelque chose qui me touche, et peut-être que je ne sais pas pourquoi. Et là, je pense que c'est plus proche de ma façon de m'exprimer, de mon besoin de parler des choses qui sont autour de moi et qui sont à travers moi. Et comment les images, là en l'occurrence les images de famille, des images d'enfance, des images qui font partie des archives de l'histoire familiale, comment ensuite vous emparez pour aller chercher le souvenir ou peut-être même fabriquer le souvenir? C'est-à-dire il y a aussi une dimension un peu fictionnelle dans la construction
du souvenir. Comment il se construit le souvenir d'ailleurs? Alors, il faut dire qu'en fait, il y a beaucoup de construction de souvenirs dans ce projet-là et j'aime beaucoup cette chose-là. C'est une chose que moi je sais, le spectateur peut-être qui comprend des choses ou pas et c'est pas important. Aussi parce que quand j'ai trouvé cette photo de famille, moi je pensais que c'était la réalité, que c'était la seule photo que j'avais avec mes parents et il y avait des ours polaires et dans ce moment-là j'ai ouvert des questions, comment c'est possible, pourquoi ma mémoire dans ma tête, j'étais sûre que j'étais là avec ma mère et mon père mais il y avait des ours polaires etc. Et puis au final, quelques semaines après, j'ai trouvé une autre photo où il y avait mes parents là. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était le moment où je ne savais pas encore. Et là, beaucoup de choses sont ouvertes dans ma tête et dans mes yeux aussi, des images, des possibilités. Le fait que tout est possible et que la mémoire, c'est sensible à ce qu'on veut se rappeler peut-être et que ça peut changer aussi. Et ma mémoire du même situation qui s'est passée, c'est différent de ta mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est moins vrai la mienne de la tienne, parce que ça dépend de comment nous, on va vivre les choses. Alors je pense que là, il y a une manipulation des informations, mais que je le fais parce que je veux, prendre en fait. C'est parce que je pense que ça se passe comme ça dans la vie. Il y a toujours une manipulation. On décide d'interpréter les informations, les autres, nous-mêmes, les choix qu'ils ont fait. Donc, ouais, je pense ça. Oui, parce qu'en fait, il faut peut-être aussi dire que toute l'histoire, elle se raconte à travers l'activation d'une sorte d'album de famille que le spectateur ou la spectatrice est chargé de feuilleter. Et il y a à la fois les images, mais il y a quand même des commentaires, c'est-à-dire que vous remobilisez quand même le mot, la parole pour donner des indices ou une nouvelle interprétation que vous voulez partager. C'est-à-dire vous donnez un rôle actif à la fois au spectateur, mais dans un dispositif qui est très intime finalement. Ouais. Mais ça, c'est aussi la magie du théâtre, même si ça, c'est pas vraiment le théâtre qu'on imagine, mais ce qui se passe, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, il y a des images, il y a une histoire, il y a une narration, il y a une dramaturgie de cette histoire. Il y a beaucoup de choix que j'ai faits et il y a des choses qui sont là qui, évidemment, le point de départ, c'est très personnel pour moi et l'histoire qu'il y a en dessous, c'est lié à mon histoire, mais il y a plein de trucs qui fait partie des expériences que j'ai eues dans ma vie, mais que je les ai transformées parce que c'était plus fonctionnel pour la narration. Mais ce que c'est important au final, c'est que c'est pas ce que c'était vrai ou pas, mais ce que dans ce moment-là, avec le spectateur, ça devient vrai et c'est ce que touche le spectateur, qui va toucher sa propre histoire, sa propre mémoire. Alors là, c'est ce que c'est important qui c'est vrai et le reste, pas vraiment. Justement, pour revenir un peu à quelques éléments biographiques, vous êtes né, vous avez grandi dans un petit village, je crois, de la Suisse italienne, où vous vivez toujours aujourd'hui, et vous dites « Je suis né dans la partie italophone de la Suisse, et la plupart du temps, pour communiquer avec le reste de la Suisse, je dois parler une langue qui n'est pas la mienne, un problème de communication qui, de personnel, devient familier, de familier devient national, et vice-versa. » Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, parce que avec des collègues et des autres artistes tessinoises, on a un projet depuis quelques années qui s'appelle Ticino is Burning. Avec ce projet-là, on a commencé à tourner beaucoup pour le reste de la Suisse parce qu'on avait cette impression d'être un peu coincé là-bas au Tessin, qui c'est super beau, en fait, il est vraiment super. Mais de ne pas sentir vraiment en partie d'une pays, oui, du Tessin, mais pas de la Suisse. Et en fait, c'est là que après une année qu'on était en train de voyager, c'est là que c'est commencé d'arriver des questions et puis que ce projet-là, il est aussi arrivé, je suis sur note, de se dire, mais moi maintenant ici je suis en train de parler français, c'est pas ma langue. Bon, j'arrive pas à parler l'allemand, donc on a parlé beaucoup anglais. Et là aussi, c'est bizarre, on est dans le même pays, on vient tous du même pays et on doit parler une langue qui c'est pas la langue du pays, c'est l'anglais pour communiquer, pour se comprendre. Et c'est difficile en fait. C'est la sensation d'être jamais à la maison, de quelque part. Des fois c'est intéressant parce qu'il faut être plus simple, parce que tu n'as pas les mots. Mais des fois tu ne comprends pas ou tu veux te faire comprendre et ce n'est pas possible. Donc oui, je pense cette sensation d'être pas jamais vraiment à la maison. Ça veut dire un peu ça, je pense.
Et bien justement, pour charger un peu plus la question de la langue et de son rôle dans la fabrique d'une identité, on va écouter un extrait de texte. Extrait du texte Note on Mother Tongue de Myrène Arsanios. My language has a baby whose language is without words. My language communicates affection to her baby by fluttering her lips, twisting her tongues, and babbling inchoate words, syllables her baby seems to understand. Her baby won't stop laughing. My language is hilarious. My language is searching for a language capable of expressing in words the magnitude of the love she feels towards her son. Soon he will demand words of her. This inevitable human expectation makes my language anxious. My language is an anxious language. Languages who become mothers typically pass down the language their mothers spoke to them, a so-called mother tongue, but my language doesn't speak such a language. My language speaks many languages: French, Italian, Arabic, Spanish, and English, none of which you can call home. Like other languages originating in histories of colonization, my language always had a language problem, something akin to the evacuation of a first or native tongue, a syntax endemic to the brain and to the heart. When she has time, my language barely has any time. My language wastes it Googling etymologies. Etymology, analysis of a word to find its true origin. Etymos, true, real, actual. Native and nation share a common etymology from the Latin nativus, innate, produced by birth. But nations belonging to the nation-state system aren't innate. They are the outcome of ongoing territorial wars, man-made borders oblivious to pre-existing ecosystem in which language and land evolve symbiotically. Ma langue a un bébé dont la langue ne comporte pas de mots. Ma langue communique son affection à son bébé en remuant les lèvres, tordant ses langues et babillant des sons bruts, des syllabes que son bébé semble comprendre. Son bébé rit sans arrêt. Ma langue est hilarante. Ma langue cherche une langue capable d'exprimer en paroles toute l'ampleur de l'amour qu'elle ressent pour son fils, qui bientôt exigera d'elle des mots. Cette attente humaine inéluctable rend ma langue anxieuse. Ma langue est une langue anxieuse. Les langues qui deviennent mères transmettent généralement la langue que leur mère leur parlait, une langue dite maternelle. Mais ma langue ne parle pas une telle langue. Ma langue parle plusieurs langues, le français, l'italien, l'arabe, l'espagnol et l'anglais. Mais aucune ne lui est propre. Comme de nombreuses langues issues d'histoires de la colonisation, ma langue a toujours eu un problème de langue. Quelque chose de l'ordre de l'évacuation d'une langue première ou natale, une syntaxe propre au cerveau et au cœur. Lorsqu'elle en a le temps, ma langue a très peu de temps. Ma langue le passe à googler des étymologies. Étymologie, l'analyse d'un mot pour trouver sa réelle origine. Étymos, vrai, réel. Natif et nation partagent une même origine étymologique. Tous deux sont dérivés du mot latin nativus, inné, produit par naissance. Mais les nations appartenant à un État-nation ne sont pas innées. Elles sont le résultat de guerres territoriales incessantes, de frontières établies par l'homme, faisant fi de tous les écosystèmes préexistants dans lesquels la langue et la terre évoluaient en symbiose. Myrène Arsanios, une poétesse libanaise vénézuélienne issue d'une famille polyglotte. Son père libanais lui transmet le français, la langue coloniale. Sa mère lui parle espagnol, son copain parle italien et elle habite à New York. Elle a écrit Note on Mother Tongue où elle questionne le rapport à la langue. Elle écrit sur ce que veut dire écrire, sur ce que veut dire parler. Qu'est-ce que dit la langue ou les langues que l'on parle de notre propre identité et qui précède à l'autre, la langue ou l'identité, vous diriez, Camilla Parini? Je ne sais pas s'il y a une réponse sur ça. En fait, c'est vrai. La langue, c'est quand même identité. Je pense qu'ils vont ensemble. J'aimerais dire pas la langue, mais l'identité, mais je ne sais pas si ça serait vrai.
Il faut que je réfléchisse. Mais pour quelques semaines, probablement. Mais comment ce texte de Myrène Arsanios résonne en vous alors ? Mais elle ressent beaucoup en fait. Aussi le fait que c'est la langue, il y a plein de choses qui ressonnent. D'un côté, je pense à la langue, que c'est lié à la communication et le besoin de communiquer. En fait, ça se passe aussi sans le langage verbal. C'est possible d'exister sans le langage verbal. Et ça, c'est très fort et c'est très important. Mais quand même, on apprend à se dire à travers les mots et à le besoin de comprendre l'autre à travers les mots. Et puis, il faut aussi voir, parce que chacune et chacun va interpréter les mots différemment, donc ça commence les problèmes là. Et cette chose aussi des pays et des confines et de la nativité de la langue, c'est très intéressant. Et ça, c'est ce que c'est très étrange pour moi comme Suisse, parce que je suis partie d'un pays, mais on a différentes langues qui nous séparent. Et je sens beaucoup la division entre les régions linguistiques. Donc c'est ça les questionnements. Je pense que les Suisses, souvent, ils ont des questionnements identitaires. J'ai cette impression, peut-être pas. Et aussi le fait que les confines, non, les frontières sont aussi une fiction. En fait, c'est une construction de l'homme, c'est pas quelque chose qui existe. On a eu besoin de mettre des frontières, là c'est à toi, ici c'est à moi, et de défendre des frontières et donc de se séparer avec la langue. Mais ce que je pense que c'est important aussi, là où il y a des frontières, c'est l'endroit, le lieu où il y a aussi un point de contact. Et alors, la langue, ça peut séparer, mais ça peut devenir un point de contact si on trouve la façon de communiquer, que ça peut être à travers la langue, mais pas aussi. Ouais, ça c'est mes premières pensées, je sais pas. C'est peut-être pour ça que devenir ours et ne plus du tout utiliser la langue et la parole est une solution pour aller rencontrer l'autre un peu pluriel, l'altérité. Ouais, je pense oui, de quelque part, oui. Et puis en fait, c'est vrai que ça me permettait, ça c'était aussi une question au début, parce que si je voulais parler, dire des choses, en fait, moi j'aime pas parler. Dans mes spectacles, normalement je parle pas, mais dans ce spectacle, je parle pas, mais je parle, parce qu'il y a un texte qui est écrit. Mais si je parle italien, à qui je parle dans mon pays, c'est très limitant. Et donc le dispositif, pour revenir aussi à la première question, c'était un dispositif qui m'a donné la possibilité de le traduire pour ici en français, en anglais, puis je l'ai en italien, de le faire en allemand et de parler la langue de l'autre. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a là, mais j'ai la possibilité de parler ta langue et de me connecter avec toi à travers ta langue. Mais donc la langue maternelle n'est pas toujours maternelle en fait. Ah, je ne sais pas. De quelque part, je pense, oui. C'est une imprinting. Je pense là, on ne peut rien faire. C'est quelque chose qui entend depuis qu'on n'a pas de souvenirs. Donc, ça reste quand même, je pense. Est-ce que, par exemple, c'est une réalité où votre questionnement est partagé par tous les Suisses, dans le sens, est-ce que les Suisses du côté français, les Suisses du côté allemand sont dans ce cas de figure-là de votre côté à vous, ou est-ce que c'est vraiment typique à la région italophone de la Suisse ? En fait, je pense quand même, il y a une question qui s'est partagée, identitaire, entre cette différence, mais sûrement, j'aime pas le mot sûrement en fait, mais j'imagine que quand tu es une minorité, et dans ce cas-là, on est en minorité, la question, ça ressent sûrement plus fort, et ça, on a eu l'expérience quand on a tourné avec ce projet-là de dire bon, on était chinoise, on est suisse aussi, on aimerait se connecter un peu plus avec le reste du pays, avec le travail qu'on fait, et d'ouvrir un peu de connexions qui ne sont pas seulement le Saint-Gothard, mais qui sont des connexions relationnelles et des possibilités d'opportunités. Pour nous, c'est très difficile parce que c'est une petite région et on est coincé là, et si vous ouvrez pas les portes et nous on vient pas, parce que c'est ça aussi, il faut bouger, on reste coincé. Et en fait, plusieurs fois c'est passé que personne nous disait « Ah, j'avais jamais pensé à ça en fait, parce que pour moi c'est pas un problème, et donc j'avais jamais eu le besoin de me poser, de voir ce problème-là qui ça pourrait être pour quelqu'un d'autre, qu'il est là, qui existe, mais qui a cette frustration, je veux dire, ouais, je peux l'appeler comme ça, un peu frustration. Ouais, je pense que la minorité, c'est une question. Lors de ma présence ici au Festival Agnon, j'ai rencontré l'artiste Katol Teixeira, et à la fin de notre rencontre, je lui ai demandé de vous poser une question. On l'écoute ? Ouais.
Ma question à Camilla Parini, c'est est-ce que la relation, la question de plaisir et de joie, c'est important et relevant pendant le processus de création de travail? C'est une belle question. Moi, je pense en fait que je souffre beaucoup quand je fais un process de travail. Parce que vraiment, je plonge d'entre moi-même. Et donc, c'est le besoin toujours de faire sortir des choses. Et donc, c'est pas vraiment la promenade. Mais je pense que si je le fais, c'est parce qu'il y a de la joie là-dedans, de la beauté, et que c'est très important de la garder tout le temps. Sinon, c'est pas vraiment un travail qu'on a le choix de faire. Donc ouais, il y a. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien. Dann müsste ich nicht mehr